Alors bonjour Alexandre, merci d'être avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci pour cette invitation. Je suis ravi d'être là. Alors justement, pour commencer, donc Alexandre, vous avez écrit cet ouvrage Politiser le renoncement. Alors quand on parle de politiser le renoncement, on pense à renoncer à tout un tas d'infrastructures qui ne nous touchent pas personnellement de façon intime. On pense aux méga-bassines par exemple, on pense à l'agriculture industrielle. Mais on ne pense pas trop au monde de la culture et notamment on ne pense pas au théâtre. Qu'est-ce que ça veut dire politiser le renoncement si on l'applique au théâtre ? Alors oui, effectivement, on va penser peut-être plus volontiers à des choses auxquelles il faudrait renoncer et qui ne sont pas forcément positives. Sauf que, évidemment, lorsqu'on envisage l'avenir, il y aura aussi des tensions sur les matériaux, sur l'énergie, et plus largement, il va falloir sans doute revoir nos modes de vie, et y compris parfois renoncer à des choses qui sont positives. Ça ne veut pas dire que moi je pose là, ici, d'emblée, qu'il faut renoncer au théâtre. Ce n'est pas du tout mon angle, et ça me semblerait d'ailleurs assez problématique d'arriver dans le secteur de la culture, on le sait, fait face à des coupes budgétaires, à tout un ensemble de difficultés, à une forte précarité, pour dire, bah voilà, l'écologie, c'est ça. C'est en plus ajouter une couche de renoncement à tout ça. C'est pas du tout mon angle. Par contre, c'est de dire que le monde de demain va être effectivement, comme j'ai indiqué, un monde avec des tensions accrues, avec des enjeux de faire perdurer certaines choses, de pouvoir les faire perdurer ou ne pas pouvoir les faire perdurer. Et donc, c'est intéressant de se poser la question, c'est quoi le théâtre demain ? Est-ce que ça implique des formes de transformation en profondeur qui peuvent effectivement parfois s'assimiler à des renoncements, et donc de projeter ce théâtre dans ce monde-là et de le faire soi-même plutôt que ce soit les événements ou d'autres personnes qui s'en chargent finalement à la place des personnes concernées. Alors on a du mal déjà à se dire que c'est sexy finalement de renoncer à quelque chose. Et c'est un peu le problème de l'écologie. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit souvent, c'est-à-dire dès qu'on voit des gens dans les médias nous parler d'écologie, alors pas à chaque fois, mais souvent ils vont nous dire bah, l'écologie c'est d'arrêter de faire ci, d'arrêter de faire ça. Est-ce que cette proposition, qui est une proposition en creux, elle peut fonctionner ? Et comment est-ce qu'on peut justement la retourner ? Oui, effectivement, l'enjeu, si l'écologie, c'est alors ce qu'on appelle, mais il y a débat là-dessus, est-ce que c'est un terme qui vraiment décrit l'écologie ou non, mais une forme d'écologie finalement punitive, en disant bah, vous mangez de la viande, c'est pas bien, il faut arrêter, vous prenez l'avion, c'est pas bien, il faut arrêter, vous avez une voiture, c'est pas bien, il faut arrêter. Bah, c'est sûr que effectivement, si on arrive comme ça de but en blanc, les gens en face vont pas forcément comprendre, vont pas forcément être d'accord, et on va pas forcément soi-même être très convaincant. Par contre, expliquer que dans tous les cas, qu'on soit attaché à l'avion ou non. Et on peut d'ailleurs avoir de ce point de vue-là des positions idéologiques très différentes, qu'on prenne l'avion ou non. On pourrait dire oui, mais l'avion c'est un truc de très privilégié. En fait, c'est un tout petit peu plus compliqué. Il y a aussi des gens qui vivent dans des diasporas et sont obligés de prendre l'avion pour aller voir leur famille, pour maintenir un lien, etc. En fait, c'est très complexe tout ça. Donc la question, c'est de comprendre que vraisemblablement, dans tous les cas, il va y avoir des changements importants en termes de mobilité, en termes de mode de vie, comme j'indiquais tout à l'heure, etc., etc. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à opérer ces changements ? Comment est-ce qu'on arrive à se projeter ? Et aussi en revenant sur la situation des personnes concernées. Si vous travaillez à produire des automobiles et que j'arrive et je vous dis bah, l'automobile c'est terminé, en fait c'est votre métier, votre travail, votre mode de subsistance que j'attaque. Et si j'ai pas finalement une proposition pour vous permettre de vous projeter dans quelque chose de viable pour l'avenir, bah, effectivement ça va pas fonctionner. Donc comment est-ce qu'on arrive à prendre conscience de la situation dans laquelle les personnes sont et le discours qu'on va porter, évidemment, il va percoler ou non selon cette situation, mais d'être vraiment attentif et de bâtir des propositions où finalement certains renoncements inéluctables vont faire sens plutôt que d'être simplement des propositions qui flottent, un petit peu à l'image de ce qui s'est passé en Suisse avec un référendum récemment. Et là, je vais faire mon coming out, mais on a demandé aux Suisses, est-ce que vous voulez vivre à l'intérieur des limites planétaires ? Sur le papier, moi, je suis d'accord. Est-ce que j'aurais voté pour ? En fait, non, parce que je pense que les personnes qui proposent cette proposition n'ont pas du tout un plan clé en main pour nous dire exactement comment est-ce qu'on fait pour vivre dans les limites planétaires. C'est juste un énoncé comme ça. Donc si derrière l'énoncé, il n'y a pas quelque chose de tangible pour accompagner les personnes, transformer leur métier, transformer leur mode de vie, leur mode de subsistance, repenser l'économie et vraiment une alternative qui tienne la route, en fait, ça ne peut pas fonctionner. C'est vraiment ça. Et là, il y a du travail à faire. J'aimerais revenir sur la question de l'attachement, qui revient souvent dans votre travail. Et qu'est-ce que ça veut dire finalement l'attachement ? Est-ce que, concrètement, ça veut dire quoi ? On a l'impression que c'est
pareil, une sorte de concept et on a du mal enfin, que c'est quelque chose d'intangible. Alors, effectivement, au cœur de la réaction écologique, il y a cette notion d'attachement qui vient de la sociologie des attachements. Il y a une psychologie des attachements, mais ce n'est pas ce que j'ai en tête. Donc, les travaux de Bruno Latour, Michel Calon, Antoine Aignon en particulier, parce qu'il a vraiment fait une sociologie des attachements. Et l'idée qui renvoie à ce que vous avez indiqué, et ce dont on va parler ce matin, c'est-à-dire les questions de justice sociale, justice environnementale, c'est que si on doit se projeter dans un monde où on va devoir opérer des arbitrages, des renoncements, des arrêts de certaines activités, certaines manières de faire, etc., on ne peut pas le faire politiquement et pratiquement si on ne comprend pas qui est attaché à quoi et comment, parce que forcément, ça veut dire que la situation des personnes va être bouleversée. L'attachement, c'est, comme le dit Antoine Aignon, ce à quoi on tient, ce qui nous tient. Ce à quoi on reconnaît ou on accorde de la valeur, d'accord ? Et en même temps, ce à quoi on est attaché, et parfois même malgré soi. On peut être attaché à des infrastructures, à un employeur. Moi, j'étais attaché à un employeur avant, je m'en suis désattaché au mois de décembre. Ben voilà. C'était un attachement qui était ambivalent. Et souvent, nos attachements sont ambivalents. Ça nous permet de vivre, mais qui peut dire que nos employeurs sont forcément nos meilleurs amis et ceux qui vont nous permettre de nous réaliser. Donc, mais en même temps, ça nous permet de vivre. Donc, on baigne dans des attachements qui sont des attachements ambivalents. Et la question, c'est s'il faut modifier tout ça, s'il faut modifier nos modes de vie, et bien finalement, s'il faut nous désattacher d'un certain nombre de choses, quelles vont être les conséquences ? Et particulièrement, quelles vont être les conséquences pour les personnes qui sont déjà en situation de fragilité aujourd'hui, fragilité pour des raisons sociales, pour des raisons corporelles. Tous les corps ne sont pas égaux, ne sont pas identiques. Et finalement, en saisissant qui est attaché et comment, eh bien, on peut se doter de critères pour opérer des formes de désattachement qui soient justes et donc précisément qui soient envisageables, je dirais. Et comment on se détache concrètement en fait ? J'ai du mal à comprendre ça. Quel est le process psychologique ou... Alors c'est pas forcément psychologique, hein. Moi j'envisage les choses plutôt à un niveau collectif. Alors, il peut y avoir des effets évidemment au niveau psychologique. Il y a un intérêt à poser ces enjeux de renoncement, désattachement au niveau collectif. Je prends juste un exemple. C'est une étude qui a été faite auprès d'utilisateurs et d'utilisatrices de TikTok aux États-Unis. Des étudiants et des étudiantes américaines. Et on leur demandait est-ce que vous seriez prêts ou prêtes individuellement, personnellement, à ne plus utiliser TikTok ? Et la réponse était non. En fait, il fallait leur donner de l'argent pour ne plus utiliser TikTok. Et c'est normal parce que si on abandonne TikTok individuellement, on se retrouve exclu d'un cercle de socialisation, on n'a plus accès à ses influenceurs, parfois à ses amis, etc., etc. Par contre, quand on leur posait la question « Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on interdise TikTok ?», les 2/3 étaient prêts et prêtes à donner de l'argent pour interdire TikTok. Parce que dans ce cas-là, on ne se retrouvait pas exclu individuellement et donc perdant dans un deal où finalement tout le monde était gagnant sauf soi. Okay, ça, c'est effectivement difficile à imaginer. Mais finalement, c'était l'occasion de dire c'est peut-être pas la meilleure forme de socialisation, en l'occurrence TikTok, mais c'est celle qui est disponible. Peut-être que ce serait l'occasion de faire autre chose. Et donc, aujourd'hui, finalement, on a besoin de nouvelles arènes pour poser ce type de questions. Mais c'est visible, notamment à l'échelle des collectivités, parce que moi, je travaille plus spécifiquement là-dessus. On va avoir des projets qui vont s'arrêter. On va avoir des projets existants auxquels il va falloir renoncer. On va avoir des villages qu'il va falloir collectivement déplacer parce que le niveau de l'eau monte, des activités qui vont s'arrêter. Là où je vis, par exemple, l'activité de construire s'est arrêtée pour 5 ans du fait du manque d'eau. Et ça, ce sont des problématiques qui se généralisent. Et effectivement, l'enjeu, c'est d'arriver à créer des arènes démocratiques qui permettent finalement de faire ce travail d'analyse des attachements par les personnes concernées, c'est-à-dire vous et moi, en réalité, pour voir à quelles conditions, effectivement, on peut renoncer, on peut se désattacher et à quoi on va se réattacher. C'est-à-dire à quel mode de vie viable, comment on les négocie, qu'est-ce qui est acceptable. Et là, il ne peut pas y avoir évidemment de réponse unique pour tout le monde. Voilà, c'est quelque chose qui vient échapper, par exemple, même à une forme de planification qu'on peut appeler de ses voeux, mais il faut que les personnes concernées soient évidemment impliquées dans la définition de ce vers quoi on se projette. Ce que j'entends, c'est que la notion de lien social est extrêmement importante en fait dans nos attachements. C'est bien ça, c'est presque principal. Nous sommes des créatures, on pourrait dire, tramées par des attachements. C'est que il y a la question des besoins qui peut se poser. On pourrait se dire, mais est-ce que l'important, c'est pas les besoins ? La difficulté, c'est que les besoins, souvent, on va dire, il y a les besoins naturels, les besoins artificiels. Une personne en fauteuil roulant, c'est besoin naturel, besoin artificiel. C'est artificiel, mais c'est très bien.
Voilà. Donc, et puis par ailleurs, dans certains endroits, en fait, on est dans des milieux qui sont déjà équipés. Peut-être qu'avoir une voiture, c'est pas un besoin naturel, mais à certains endroits, compte tenu du marché du travail, compte tenu de l'héritage infrastructurel qui est le nôtre, eh ben, c'est difficile de s'en passer. Moi, je dis ça, j'ai pas de voiture, mais je sais le coût que je paye pour vivre en zone rurale sans voiture. On ne peut pas forcément le généraliser, je ne peux pas généraliser ma position. S'il n'y avait pas des gens dotés de voitures, je ne pourrais pas vivre là où je vis moi sans voiture. Non mais c'est vrai. Parce qu'il n'y aurait pas de zone économique, il n'y aurait pas de... Voilà. Donc ce n'est pas un éloge de la sainteté que je fais, hein. Ce n'est pas un éloge de je suis plus moral que les autres. C'est parce qu'il y a des gens qui sont entre guillemets moins moraux que moi je peux, soi-disant, être plus moral, etc. Donc vous voyez, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc c'est cette question des attachements finalement qui nous permet d'aller au-delà de la question des besoins. Et encore une fois, dans les attachements, ce n'est pas que des attachements affectifs. Ce que j'apprécie, on est, je l'ai dit, hein, en disant que c'était ambivalent tout à l'heure, attaché à des choses qui ne sont pas forcément positives, mais qui sont importantes dans nos vies. Qui peut dire que tout ce qui a de l'importance dans nos vies est positif ? Je reviens sur la question de l'employeur. L'employeur a de l'importance dans la vie de chacun. Ce n'est pas toujours un vecteur positif. Alors, j'en reviens très rapidement au monde de la culture et plus particulièrement au théâtre. Dans les représentations qu'on a de la production culturelle, on a tendance à penser que, justement, la plupart du temps, ce sont des grosses machines, ce sont des grosses productions, aussi un peu dans le théâtre, alors pas que, mais justement, ça, c'est complètement antinomique avec la redirection, avec le renoncement. Alors, effectivement, en tout cas, ça pose des questions. À minima, ça pose des questions. Que d'autres effectivement secteurs peuvent se poser. Il n'y a pas que le théâtre, les concerts, etc. Effectivement, cette économie qui repose sur le déplacement de personnes, sur une logistique, sur le fait qu'un spectacle puisse se jouer un peu partout dans le monde. Alors après, il faut regarder ce qu'est le monde en question. Effectivement, c'est une question qui est intéressante et qui oblige à questionner la trajectoire du théâtre avec des contraintes qui vont effectivement se multiplier et qui se multiplient en réalité déjà. Par rapport à ça, moi, sur la question du théâtre plus particulièrement, toute la réflexion en amont de cette discussion en fait, m'a renvoyé à la lecture que j'avais faite d'un livre de William Marx, Le tombeau d'Œdipe. Je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est un livre qui porte sur la tragédie, qui essaye de revenir sur, au-delà des discours des philosophes, qui sont beaucoup appropriés cette question de la tragédie, qui sont revenus sur l'interprétation aristotélicienne, etc. Finalement, est-ce que la tragédie, c'est ce qu'on en a dit ? Et dans ce livre, William Marx nous dit par exemple que le lieu de la tragédie se conçoit, tragédie grecque, se conçoit très différemment de la scène théâtrale qui est la nôtre, qui est une scène où finalement on peut jouer un petit peu tout, qui est une scène qui peut accueillir tout type de spectacle. Mais j'allais dire, pour cette universalité-là, elle repose en fait sur une logistique. Et sans cette logistique, on n'a pas l'universalité de la scène moderne, si on veut. Je lis juste une citation rapidement de William Marx. Il nous dit « L'homogénéité est parfaite entre le théâtre grec, et le cadre représenté. La scène antique qui est exposée à l'air libre figure un lieu lui-même à ciel ouvert, tandis que les coulisses auxquelles les acteurs accèdent par 3 portes placées juste derrière la scène représentent un espace clos. De sorte qu'il n'y a pas de différence de nature entre la scène et ce qu'elle est chargée de montrer. » Et il nous dit qu'en fait, on n'est pas dans un régime de représentation où finalement une scène peut tout représenter, c'est le cas dans le théâtre moderne, mais on est dans un régime d'incarnation ou d'évocation. Et donc, ce n'est pas n'importe quel lieu qui peut représenter n'importe quelle scène d'une pièce. Donc, on est limité. Et il y a un rapport au lieu qui est très différent du nôtre. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il n'y a pas la même logistique derrière. Ça veut dire qu'on a des limitations supplémentaires. Et peut-être que demain, on va retrouver des limitations qui ne sont pas nécessairement celles-ci, mais en tout cas, revisiter l'histoire du théâtre, ça peut nous amener aussi à déconstruire cette universalité du fait d'une logistique qui elle-même peut-être n'est pas durable, qui elle-même, comme le dit José Aloi, peut être une logistique zombie. En tout cas, c'est aussi en puisant dans l'intérieur d'une tradition, pas pour un retour en arrière, mais pour éventuellement réactiver des choses et repenser finalement sa tradition et où on en est arrivé, qu'on peut trouver des ressources pour imaginer un avenir différent du passé et différent du présent. Je vais juste vous montrer oui, justement. Montrez-nous les petites slides. Exactement, je vous ai préparé des petites slides. Alors c'est pour, dans le même ordre d'idées, évoquer en fait... alors je vais vous parler d'un sport, mais vous allez voir qu'il y a un lien avec ce que je viens de raconter par rapport au théâtre. C'est le golf.
Alors le golf, oui, comme sport de gens très riches, mais on va y venir. Mais au départ, c'était pas un sport de gens très riches, hein, c'était un sport très populaire qui d'ailleurs sans doute s'est développé dans plein d'endroits dans le monde, mais plus particulièrement en Écosse dans les années 1500-1600. Et vous voyez ici une scène très ancienne. Alors on ne sait pas trop, c'était un mélange entre du golf, du hockey et du curling, parce qu'au départ, en fait, il y a une matrice et on ne peut pas vraiment distinguer en fait l'apparition du golf. On appelait ça le golf d'ailleurs à l'époque. Mais en tout cas, vous voyez, il y a un bateau échoué, il y a un pont, etc. Les gens jouaient in situ. Et parfois, les gens jouaient aussi dans des champs. Donc c'était un sport populaire parce que les obstacles, c'était les obstacles du paysage. Alors peut-être qu'on creusait un trou, mais les gens amenaient leurs moutons, les moutons mangeaient l'herbe, ça faisait un green, et ils jouaient autour de ça. Vous voyez, c'était pas du tout en fait ce qui est devenu le golf, où ensuite on a adapté le paysage au sport. Là, c'était un sport une activité physique qui se fondait dans un paysage existant, donc dans un lieu qui avait des caractéristiques, et on essayait de négocier avec lui. Alors que le golf, d'une certaine manière, par la suite, est devenu un sport complètement hors sol, où on a transformé le paysage, on a détruit le paysage, donc il est devenu l'opposé exact de ce qu'il était à l'origine. Et c'est d'ailleurs devenu un sport de gens très riches ou de l'aristocratie, alors qu'au départ, c'était un sport populaire. Il y a des liens avec ce que je viens de dire précédemment. Et alors, voilà, ça c'est juste pour illustrer qu'effectivement, le golf est devenu quelque chose de pas très populaire et même d'assez horrible écologiquement. C'est un documentaire que je vous conseille de voir sur un golf que Donald Trump avait fait construire en Écosse, donc le pays du golf par ailleurs, pour montrer qu'il pouvait faire un golf meilleur que ceux des Écossais avec les golfs historiques. Et pour ça, il avait détruit des zones humides. Enfin, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est extrêmement intéressant et horrible hein, cette histoire. Donc c'était avant qu'il soit élu, c'était il y a une quinzaine d'années. Il avait notamment détruit une zone humide en disant nous, on va quand même construire un golf, mais il sera mieux que la nature. Il sera plus écologique que la nature. Il fallait quand même le faire. Donc voilà, ça pour dire que c'est l'incarnation aujourd'hui justement d'un paysage hors sol destructeur, alors qu'autrefois c'était une activité qui se fondait en fait dans le paysage, qui négociait avec celui-ci, et au contraire qui s'appuyait sur le paysage pour exister. Donc un rapport au lieu extrêmement différent. Je vais vous montrer ça aussi. Alors ça, peut-être qu'il y a des gens qui reconnaissent, c'est marqué, hein. C'est Super Mario. C'est Super Mario 3, et vous savez peut-être, Super Mario 3, c'est une pièce de théâtre. Moi, je ne le savais pas en tout cas. C'est une pièce de théâtre parce qu'au début du jeu, le rideau se lève et les acteurs arrivent sur scène. Vous voyez, on voit l'ombre du décor, et puis les éléments de décor sont cloutés comme ça sur... Voilà. On a l'ombre portée. À la fin de chaque niveau, on sort de la pièce et il y a un fondu au noir. Parfois aussi, on peut descendre de certaines plateformes et passer de l'autre côté du décor. Et puis on voit, par exemple, les plateformes ici, elles sont attachées au plafond. Donc ça veut dire qu'il y a un plafond. D'accord. Bon. Le créateur de Mario a par ailleurs confirmé que c'était une pièce de théâtre. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que j'aime bien mettre ça en regard de ce mème. Je vous laisse en prendre connaissance. C'est un mème un peu effondriste, mais que je trouve intéressant. Vous voyez, c'est un enfant qui joue, il dit « saute Mario », donc Mario saute. Maintenant, attrape le drapeau hein, qu'on attrape à la fin de chaque niveau. Et en fait, on se rend compte, non, c'est pas un jeu vidéo, la manette, le fil, il est rompu. On est dans un monde post-apocalyptique, donc il n'y a plus de jeux vidéo. Il n'y a plus d'électricité pour faire fonctionner Mario. Et c'est le papa du garçon qui est en train d'incarner Mario avec une sorte de mini-théâtre, en fait, hein, avec un cadre qui représente l'écran ici de la télévision, le décor de Mario, quelqu'un qui monte comme ça le drapeau, et il lui dit « Ah, c'était comme ça avant, papa ?» Et il dit « Oui, c'était comme ça, tu pouvais contrôler un personnage, etc. » Je trouve ça intéressant parce que ça nous montre, alors c'est pas pour dire qu'il faut aller se projeter tout de suite dans un monde post-apocalyptique, mais ça interroge à la fois la trajectoire du jeu vidéo. C'est quoi le jeu vidéo de demain? Il y a beaucoup de créateurs qui se posent cette question. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à faire des jeux vidéo? Et puis, on voit ici le théâtre comme manière finalement de pallier l'absence, à ce moment-là, dans ce monde-là, de jeux vidéo. En tout cas, d'envisager les choses autrement. Ce n'est pas pour dire qu'il faut se projeter là-dedans, mais c'est pour dire qu'est-ce qui se passe si on enlève un élément fondamental. Ici, on a enlevé beaucoup de choses, on n'est pas obligé d'enlever autant, mais un élément fondamental sur lequel on s'appuie pour réaliser une activité. À quelles conditions on peut la réaliser demain? À quelles conditions on peut la repenser? À quelles conditions on peut aussi
s'inspirer de la riche histoire et plurielle. J'ai parlé de la tragédie grecque, mais il y a évidemment bien d'autres formes théâtrales. D'ailleurs, William Marx, dans le livre, s'appuie aussi sur des formes théâtrales japonaises pour analyser par comparaison la tragédie grecque. Comment est-ce qu'on peut s'appuyer donc, disais-je, sur cette riche histoire pour imaginer un avenir qui ne ressemble pas au passé, qui encore une fois ne ressemble pas au présent. Et je trouve que derrière le caractère un peu anecdotique de ce mail, il y a quelque chose de tout à fait profond. Juste... Merci beaucoup Alexandre. On arrive à la fin de notre discussion. Peut-être un dernier mot peut-être sur l'actualité, ou comment est-ce qu'on peut garder foi en tout ce qu'on fait avec l'actualité qui n'est pas quand même pas très solaire, on va dire. Non, c'est vrai, mais peut-être un dernier mot en lien avec ce qu'on a évoqué là. Quand je dis qu'il faut... je pense que c'est intéressant justement de pouvoir repositionner son objet, ce à quoi on est attaché, parce que les gens qui font du théâtre, les gens qui sont dans la culture sont attachés évidemment aussi à leur objet, comme des professionnels, comme aussi des amateurs, comme des passionnés. Et donc c'est de pouvoir repenser finalement son objet en dehors des cadres admis aujourd'hui. Donc c'est cette possibilité-là. Et donc ça veut dire comment, depuis notamment le lieu du travail, on peut repenser finalement son activité. Et là, il y a un enjeu effectivement de redémocratiser cette question du travail, de rouvrir la boîte noire de ce que l'on fait pour collectivement se projeter dans d'autres activités demain, mais qui permettent aussi peut-être de repenser les rapports de travail, les rapports de domination, les rapports de hiérarchie, etc. etc. En tout cas, moi, je vois dans ce lieu du travail un lieu privilégié pour aborder précisément les enjeux de redirection écologique. Et je le dis aussi bien dans la recherche, dans le théâtre, ailleurs, c'est aussi en tant que travailleur et que travailleuse qu'on doit se réapproprier ces enjeux pour demain.